Bonsoir à tous. Je vous propose de prendre place, il est 19 h, la séance du conseil municipal va débuter. Voilà, je vous laisse prendre place. Je salue nos concitoyens qui nous suivent à distance ce soir et puis je salue nos concitoyens qui sont à nouveau dans la salle puisque les séances du conseil municipal sont à nouveau publiques en respectant bien évidemment les contraintes sanitaires et le quorum qui s'impose à nous. Voilà, donc soyez tous les bienvenus ce soir. 12 points à l'ordre du jour, mais auparavant il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Monsieur Thierry Lheureux, merci. Quelques absents ce soir. Donc Madame Marine Bru est absente et donne procuration à Dominique Morat. Annette Dimbas-Sahuker est absente et donne procuration à Martine Gaille. Joël Léonard est absent et donne procuration à Jean Lavielle. Sébastien Ducasse est absent et donne procuration à Delphine Grelier-l'Église. Christine Beyris est absente et donne procuration à Valérie Lacoste-Marie. Et enfin, Madame Sylvie Péducas est absente et donne procuration à moi-même. Le quorum étant atteint, la séance peut légalement se tenir. Avant de dérouler l'ordre du jour, une information pour vous faire part de la démission de Monsieur Jean Pétraud, élu sur la liste Unis pour agir, que nous avons reçu en mairie le 25 mai dernier, et donc conformément au Code général des collectivités territoriales a été appelée la conseillère suivante élue sur la même liste, en l'occurrence Madame France Cando, dite Francette Cando, qui fait son retour ici dans l'Assemblée municipale et nous lui souhaitons la bienvenue. Et je précise que Madame Francette Cando a fait le choix de ne pas siéger dans le groupe Unis pour agir, mais dans le groupe Saint-Paul-et-Dax, un autre regard. C'est bien ça? Vous nous confirmez? Un autre regard pour Saint-Paul. Voilà, comme ça on est parfaitement complet. Merci et bienvenue à nouveau dans cette assemblée municipale. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je mets donc l'approbation aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Alors attendez, parce que vous avez voté 2 fois. Vous êtes contre? Donc on a bien 5 contre, des abstentions. Non, je vous remercie. Le point numéro 1 appelle la mise en place des conseils de quartier et l'adoption d'une charte ainsi que la désignation des élus pour siéger dans ce conseil de quartier. Donc cette délibération devait initialement être présentée par Madame Sylvie Péducas qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous. Mais je la salue à distance parce qu'elle nous suit ce soir. Je tiens à la remercier, ainsi que l'ensemble des citoyens qui ont participé à l'élaboration de ces conseils de quartier et de cette charte pour les conseils de quartier. Un travail qui a commencé depuis le mois d'octobre dernier, qui s'est fait au fur et à mesure et malgré les contraintes sanitaires pour aboutir aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet dont on parle des années dans notre ville de Saint-Paul, mais aujourd'hui, nous allons bien créer et mettre en place les fameux conseils de quartier. Je le rappelle, notre municipalité affirme son attachement à la démocratie représentative. Mais elle se fixe aussi comme objectif de l'enrichir par une démocratie contributive qui vise la participation et la contribution du plus grand nombre au processus délibératif. Vous l'avez vu, c'est un sujet que l'on a pris à bras-le-corps depuis le début de cette mandature, avec la mise en place de l'intervention citoyenne ici en fin de séance du conseil municipal, la création du conseil local de la vie associative, la création de l'office municipal des sports, désormais présidé par M. Dominique Cassagno, la création également de nombreux groupes de travail mixtes, élus et citoyens, pour avancer sur différents sujets, sur la pénurie médicale, sur l'énergie partagée ou encore sur le handicap créé dernièrement. Donc nous continuons dans cette veine avec désormais la mise en place des conseils de quartier. Ces conseils de quartier ont vocation à permettre aux Saint-Paulois de prendre part aux décisions relatives à leur quartier et à favoriser une citoyenneté active au plus près du lieu de vie. Ceux-ci seront autant de lieux de consultation et de concertation sur les orientations, les projets et les décisions de la municipalité. Ils seront aussi force de proposition en direction de la mairie et se montreront des acteurs à part entière de cohésion sociale et de solidarité en s'attachant à favoriser le mieux vivre ensemble au sein de chaque quartier.
Une charte commune à l'ensemble des conseils de quartier a vocation à poser les principes éthiques et les engagements réciproques de chacun des participants dans ces conseils de quartier. Rédigée conjointement par des élus de la commission vie associative dont je parlais auparavant et citoyenne de Saint-Paulois volontaires qui se sont impliqués depuis le mois d'octobre pour pouvoir mettre au point cette charte. Elle constituera un repère permanent pour vérifier le bon fonctionnement de ces conseils de quartier. Alors il a fallu déterminer le nombre de conseils de quartier dans notre commune. Nous sommes partis sur la création de 4 conseils de quartier articulés autour des 4 groupes scolaires existants dans les différentes parties de la ville. Il a fallu également leur trouver un nom. Et là, la commission s'est attachée à faire revivre le patrimoine saint-paulois. Je sais que c'est un sujet de discussion en ce moment, très actif, et je suis très heureux qu'on puisse parler concrètement du patrimoine saint-paulois à nouveau dans cette instance municipale. C'est pourquoi le quartier numéro 1, le conseil de quartier pour le centre-ville, toute cette zone ici autour du quartier plus ou moins historique, on va dire, du quartier de Toumalin, portera le nom qui fait référence à ce qui nous sert de maison commune traditionnellement, la métairie, qui a connu d'autres vocations par le passé, y compris une résidence d'une artiste de music-hall. Et donc, ce conseil de quartier portera le nom de Medj. Le quartier numéro 2 va parler à tous les Saint-Paulois. On va aller un petit peu plus au nord, autour de l'école Gaston-Larieux, peintre Saint-Paulois. Et du quartier qui est connexe, ce quartier numéro 2 portera le nom du Capote. Le conseil de quartier numéro 3, qui adressera plutôt l'est de la ville, autour de la voie romaine, du quartier d'Aurus, de Cabannes, d'Angoide, du quartier médiéval du Bail, en remontant ainsi jusqu'à l'hippodrome. Dans le cadastre napoléonien, cette planche porte un nom particulier. Il s'agit de la planche de Moustachon. Nous aurons donc le conseil de quartier de Moustachon. Et enfin, le dernier quartier, sur la partie ouest de la ville, autour de l'ancien bourg de Vielle, de ce que Marc Darbos dit, c'est toute cette zone située à l'ouest du ruisseau de Maourat, autour de l'école Jules Barouillet, qui porte le nom d'un ancien instituteur et conseiller municipal qui a contribué à créer cette école à l'époque. Il s'agit du quartier de Lapins, bien évidemment. Chacun sera composé de membres actifs bénévoles qui, au titre de leur résidence ou de leur activité professionnelle ou associative, concourt à la vie du quartier et sera régi par un comité d'animation composé de 2 élus membres de droit et de 4 à 10 membres volontaires issus des membres actifs du conseil de quartier. Il est donc proposé au conseil municipal de mettre en place ces 4 conseils de quartier, d'adopter la charte des conseils de quartier qui vous a été proposée en annexe et enfin de désigner les 2 élus qui siégeront dans chacun de ces conseils. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder de la sorte, conformément au Code général des collectivités territoriales. Je vous pose donc la question, est-ce qu'il y a une objection à ce que nous procédions à main levée ce soir? Non, et je vous en remercie. Je vous propose donc d'avoir des votes différenciés. Tout d'abord, pour la création des conseils de quartier. Est-ce qu'il y a des interventions auparavant? Non, je mets donc les 2 premiers articles de la délibération, la création des 4 conseils de quartier, ainsi que l'adoption de la charte commune à l'ensemble de ces conseils de quartier, qui est pour, qui est contre, des abstentions. Non, elle est donc adoptée à l'unanimité et ces 4 conseils de quartier, donc dénommés désormais Medj, Capote, Moustachon et Lapins, sont créés. Ensuite, il nous faut procéder à la désignation des élus dans ces conseils de quartier et j'ai reçu des candidatures. Donc pour Lapins, les candidatures de Hélène Diris et Thierry Lheureux. Pour le Capote, Christine Beyiris et André Humeau. Pour Medj, Annette Dimbas-Sahuker et Catherine Beaulieu. Et enfin pour Moustachon, Valérie Marie et Michel Serré. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Je vous propose donc de les mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà pour la création des conseils de quartier. Nous allons passer au point numéro 2,
qui appelle la tarification des prestations réalisées par le service jeunesse et éducation populaire à compter du 1er janvier 2021. Et c'est Madame Delphine Grelier-L'Église qui nous la présente. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter la tarification des prestations qui seront proposées par le service jeunesse et éducation populaire à compter du 1er juillet 2021. Donc, avec la municipalisation de l'association Foyer des Jeunes, la politique éducative et sportive conduite par la collectivité prend une dimension encore plus importante. La dynamique est ainsi renforcée avec la possibilité d'étendre un certain nombre d'activités de la base de loisirs à tous les publics, jeunes et moins jeunes, dès cet été. En effet, dès le 1er juillet jusqu'au 31 août, un nouveau dispositif, un ancien dispositif qui revient pour les Saint-Paulois, la location de kayaks et de canoës sur le lac de Christus sera proposée aux particuliers. Les Saint-Paulois pourront bénéficier avec ces locations de prestations à coût modéré. Par ailleurs, dès la prochaine rentrée scolaire, de nouvelles activités sportives seront proposées aux écoles primaires saint-pauloises, aux collèges et aux lycées. Il s'agit de leur permettre d'accéder à la pratique du kayak et du canoë, à la course d'orientation et au tir à l'arc. Elles seront entièrement gratuites pour les écoles saint-pauloises. Enfin, d'autres structures, comme par exemple la MAS ou l'ADAPI, demandent à bénéficier de prestations particulières, comme des séances d'activités de motricité et de coordination. Il convient donc d'en fixer le tarif. Donc, je vous propose de fixer les tarifs ci-dessous que vous avez pu consulter dans la parution de la délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas d'intervention. Je mets donc... Tout le monde a eu l'intégralité des tarifs dans la délibération. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On continue toujours avec la tarification des activités péri- et extrascolaires à compter du 1er juillet 2021. Et c'est à nouveau Delphine Grelier-L'Église qui nous en parle. Donc, pour continuer sur les tarifications des activités périscolaires et extrascolaires à compter du 1er juillet 2021. L'élaboration d'une nouvelle politique à destination des enfants et des jeunes Saint-Paulois est au cœur de nos préoccupations. Nous souhaitons en effet mettre en place une offre riche, plurielle et de qualité, avec une cohérence sur l'ensemble des services scolaires, périscolaires et jeunesse. Dans ce contexte, il apparaissait important de réfléchir aussi sur la tarification des activités proposées. Les services et la commission jeunesse, éducation populaire et loisirs ont travaillé afin d'établir des tarifs clairs, cohérents et accessibles. D'abord clairs parce qu'ils sont harmonisés sur l'ensemble des services. Ainsi, une sortie journée, par exemple, sera proposée au même tarif que ce soit dans le cadre de sport et culture vacances, sur le centre de loisirs ou sur les quartiers. Il en va de même pour les séjours de vacances, les stages et le périscolaire. Ces tarifs, nous les souhaitons cohérents parce que certains tarifs dépendent de conventions passées avec la CAF des Landes, le Grand Dax ou le Conseil départemental et qu'ils se doivent bien évidemment de respecter certaines règles. Le choix a donc été fait de suivre les tranches de coefficient familial de la CAF et du département et de respecter bien évidemment de façon stricte les modalités de calcul. Nous souhaitons que ces tarifs soient aussi accessibles parce que la volonté de la municipalité est que le tarif ne soit pas un frein au choix de l'activité. La proposition qui vous est faite se base donc sur des tarifs différenciés et dégressifs en fonction du coefficient familial, tout en restant pour le tarif le plus élevé à portée des familles. Par ailleurs, il a été décidé de déclarer auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, l'accueil périscolaire du matin qui se déroule sur chaque groupe scolaire. Cette déclaration est évidemment un gage de qualité de l'accueil proposé et n'impactera pas financièrement les familles qui utilisent l'accueil du matin et l'accueil du soir. Par conséquent, il est donc proposé au conseil municipal de fixer les tarifs des activités péri- et extrascolaires que vous avez pu découvrir avec l'annexe à la délibération qui vous a été jointe détaillant chacun de ces tarifs. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ?
Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 est relatif à des remplacements de candélabres pour le parking Napoléon. Monsieur André Humeau nous le présente. Bonsoir. Donc, il s'agit de travaux du SIDEC au parking Napoléon de remplacement de candélabres vétustes. Dans le cadre des travaux de réfection du parking Napoléon situé allée de Christus, la commune a demandé au SIDEC l'étude de remplacement des candélabres vétustes et non conformes équipant ce dernier ainsi que la reprise du réseau en défaut. Le SIDEC a présenté les résultats de son étude concernant les travaux de remplacement des candélabres vétustes et non conformes, ainsi que la reprise du réseau en défaut. Les travaux comprennent la dépose des 6 ensembles d'éclairage vétustes, le génie civil en terrain naturel sur 65 mètres, le génie civil sous trottoir et chaussée sur 76 mètres, la réfection des revêtements en enrobé froid provisoire et enrobé à chaud définitif sur 37 mètres carrés. Création et géoréférencement de 165 mètres de réseau souterrain en câble de section 10 mm², fourniture, pose et raccordement de 10 protections différentielles de 100 mA. Fourniture, pose et raccordement de 4 candélabres de hauteur 6 mètres équipés de luminaires à LED. Fourniture, pose et raccordement de 3 candélabres de hauteur de 6 mètres à crosse double équipés de luminaires à LED. Montant estimatif TTC, 24 927 €. Montant estimatif hors taxe, 21 026 €. Participation de la communale, 15 770 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet présenté par le SIDEC et de déterminer les modalités de la participation communale sur fonds libres. Vu l'avis favorable de la commission Travaux, Urbanisme, Eau et Énergie du 13 octobre 2020, l'avis favorable, ouais. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Je vais y arriver. Des interventions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au chapitre du personnel communal. Et c'est moi-même qui vais prendre la délibération numéro 5 qui appelle la conclusion d'une convention pôle retraite et protection sociale avec le Centre de gestion des Landes pour cette période 2020-2022. Alors depuis 2015, je le rappelle, une convention d'adhésion est signée avec le Centre de gestion des Landes qui, dans le cadre d'une convention de partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, joue un rôle d'intermédiaire auprès des collectivités affiliées pour assurer différentes missions. Tout d'abord, une mission d'information sur les fonds CNR, ACL, RAFP et Ircantec au profit des collectivités et de leurs établissements. Une mission d'organisation et d'animation de séances d'information collective multifonds au profit des collectivités ainsi que de leurs agents. Et enfin, une mission d'intervention sur les dossiers adressés dématérialisés au format papier à la Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire de la CNR ACL, mission payante. Le Centre de gestion des Landes agit ainsi pour le compte de la collectivité adhérente et se charge d'accompagner la collectivité dans la gestion de la liquidation des droits à pension normale, d'invalidité et de réservation, de reprise d'antériorité, de pré-liquidation. Dans la mesure où le Centre de gestion des Landes a reconduit la signature d'une nouvelle convention de 3 ans avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, de l'Ircantec et du RAFP, il est proposé de proroger les termes de la convention pour les années 2020, 2021 et 2022. Cette convention est proposée dans les mêmes conditions techniques, juridiques et financières. Il y a une tarification, on le disait, c'est une tarification forfaitaire arrêtée par le conseil d'administration du Centre de gestion des Landes. Et cette tarification, en fait, est progressive en fonction du nombre d'agents que l'on a dans la collectivité. Elle s'étale de 150 € à 2000 €. Pour notre ville, où il y a plus de 100 agents, on devra s'acquitter de 2000 € pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Voilà, alors c'est un petit peu technique.
comme délibération. Vous avez tous les éléments complémentaires et notamment la convention en document annexe. Et on vous propose ce soir de reconduire la convention relative au nouveau service pôle retraite et protection sociale du Centre de gestion des Landes. Il est précisé que les dépenses relatives à ce renouvellement de convention seront supportées sur le budget principal avant ventilation sur les budgets annexes au prorata des différents effectifs. Et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention dont le projet est annexé. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette délibération? Non. Je la mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 6 appelle la mise en place de contrats d'engagement éducatif pour le centre de loisirs pendant les vacances scolaires d'été. Et c'est à nouveau Madame Delphine Grellet-L'église. Bien, donc je vais maintenant vous présenter la mise en place de ces contrats d'engagement éducatif pour le centre de loisirs pendant les vacances scolaires de cet été. Juste pour vous rappeler que dans le cadre de la municipalisation du foyer des jeunes et d'éducation populaire, qui sera donc effective comme nous l'avons déjà expliqué lors de précédents conseils municipaux, elle sera effective au 1er juillet 2021 et surtout afin de maintenir l'offre de services visant à permettre à l'enfant accueilli de vivre un temps de vacances dans un cadre de détente et de lui faire découvrir des pratiques variées, il est nécessaire de recruter des personnes exerçant des fonctions d'animation et d'encadrement. Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Le contrat d'engagement éducatif est un type de contrat très spécifique qui offre une souplesse de gestion pour les collectivités territoriales. 2 conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours au contrat d'engagement éducatif. Tout d'abord, le caractère non permanent de l'emploi et ensuite, le recrutement en vue d'assurer uniquement des fonctions d'animation. Ce dernier relève du droit privé et est défini sur une durée déterminée. Ainsi, ce contrat est dérogatoire au droit commun en ce qui concerne tout d'abord la durée du travail, de repos quotidien, de repos hebdomadaire. Le travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine. Les agents sont recrutés dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif et ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail sur le repos quotidien. Cela concerne aussi la répartition et l'aménagement des horaires, ainsi que certaines dispositions relatives au temps de pause, au travail de nuit et bien entendu la rémunération. Donc ce contrat d'engagement éducatif peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions d'animation. La notion de participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un salarié pour une durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Il ne peut cependant pas être proposé à une personne qui anime au quotidien des accueils sur la période scolaire. Il est précisé également que dans la mesure où ce contrat est considéré comme non professionnel, il est possible de le cumuler avec un autre contrat de travail. Les dispositions relatives au SMIC sont inapplicables au CEE et le salarié perçoit une indemnité journalière d'un montant minimum de 2,20 fois le montant du taux horaire du SMIC. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de ces contrats d'engagement éducatif pour les personnels assurant l'animation et l'encadrement d'enfants mineurs présents au centre de loisirs pendant la période des vacances scolaires d'été pour cette année 2021. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, les 2 points suivants concernent toujours l'intégration du foyer des jeunes et d'éducation populaire. Et comme vous le savez, dès lors que l'on intègre des effectifs, il faut modifier le tableau des effectifs. Et c'est l'objet de la délibération numéro 7. Vous avez tous les détails qui sont précisés dans la délibération. Nous vous proposons donc d'actualiser le tableau des effectifs comme il est indiqué dans la délibération. Et je précise que les crédits nécessaires seront imputés au budget communal. Est-ce qu'il y a des interventions?
Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? 5 abstentions. Le point numéro 8 concerne donc le RIFSEP, ici, que l'on a déjà vu dans cette assemblée municipale, et son application à l'intégration, toujours pareil, du foyer des jeunes et d'éducation populaire. C'est une délibération relativement technique et consistante que nous avons déjà eu l'occasion de parcourir ici dans le détail. Est-ce que vous souhaitez que je la parcours à nouveau dans le détail? Non, ça vous convient? Vous avez tous les éléments qui sont précisés dans le cadre de la délibération, pardon, et il est proposé ce soir à notre Assemblée d'acter d'étendre le bénéfice du RIFSEP au profit des agents relevant du cadre d'emploi des animateurs, d'instaurer une prime de fonction, de suggestion, d'expertise et d'engagement professionnel versée selon les modalités définies à compter du 1er juillet 2021, d'autoriser Monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du RIFSEP, dans le respect des principes qui sont définis dans la délibération. Les crédits nécessaires au paiement de ce régime indemnitaire sont prévus au budget. Et enfin, je précise que la délibération instaurant initialement le RIFSEP est donc complétée avec ces éléments-là. Et les autres dispositions prévues dans la délibération initiale demeurent inchangées. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir passer au chapitre des affaires foncières. Et vous allez le voir, nous allons à nouveau parler de patrimoine ce soir. Et le point numéro 9 concerne Poustagnac et l'achat de terrain autour du moulin de Poustagnac. C'est monsieur André Humeau qui nous présente cette délibération. Oui, il s'agit de l'acquisition d'un ensemble foncier au lieu dit La Courbe et les Peupliers, représentant une superficie totale de 43 hectares, 5 arts et 65 centiares. Le site remarquable de Poustagnac a été identifié dans la délibération prise le 24 septembre 2020 relative à l'orientation et la stratégie dans les domaines fonciers et écologiques. En effet, au-delà de l'ancienne minoterie, les marais, l'étang de la Courbe, la promenade L'Artigue et d'autres parcelles contribuent à la beauté de cet environnement naturel. En outre, ces espaces permettent un équilibre et une gestion des milieux hydrauliques, notamment en période de fortes pluies, atténuant l'impact des crues sur le lac de Christus. L'acquisition de ces espaces permettra également la poursuite d'une connexion par voie douce et sécurisée entre Christus, Poustagnac et Abbesse. Ce foncier acheté permettra aussi d'organiser et d'accompagner au mieux les projets futurs. La collectivité avait déjà acheté d'anciennes dépendances, à ce jour démolies en bordure du Marais, à l'angle de la rue de la Minoterie et de la rue René-Loustalot. Les héritiers de la famille d'Alain Maurras acceptent de vendre les appartements situés à proximité de ces anciennes dépendances démolies. L'ensemble des parcelles non bâties représente une superficie de 43 hectares, 1 art et 60 centiares, pour un prix de 108 000 € estimé par les services des domaines. Le foncier bâti composé des appartements implantés sur la parcelle B1 1794 d'une superficie de 4 arts et 5 centiares a été évalué par les mêmes services à 183 430 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir aux héritiers d'Alain Maurras les parcelles sous-désignées au lieu-dit La Courbe et les Peupliers, représentant une superficie totale de 43 hectares, 5 arts et 65 centiares. Avez-vous des questions? Madame Catherine Lagrasse. Je ne suis pas sûr qu'on entende. Non. Vous m'entendez là? Oui, c'est mieux. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Donc, tout d'abord, une petite remarque. Nous sommes un peu surpris de découvrir l'achat de ces terrains
en conseil municipal sans qu'il y ait eu une information préalable en commission travaux. Et nous le déplorons, et effectivement, compte tenu que vous prenez la transparence et que ceci est inscrit dans le règlement intérieur. Ça, c'était pour la remarque, mais après, on a plusieurs questions et plusieurs interrogations par rapport à cette délibération. Tout d'abord, sur la somme de 108 000 €, est-ce qu'elle correspond au seul achat des terrains à la famille Maurras? Et est-ce que vous avez tenu compte des travaux qui sont nécessaires sur les ouvrages de l'étang de la Courbe, notamment l'écluse qui régule le débit d'eau de l'étang, estimé à 40 000 €? En effet, lors de la négociation qu'on avait menée à l'époque avec la famille Maurras, il avait été convenu d'un prix d'achat de 60 000 € afin d'inclure donc, dans le montant de ces travaux l'estimation donc, des domaines. Ensuite, on se posait la question, est-ce que vous avez informé donc, le service des domaines de ces travaux afin qu'ils en tiennent compte? Ça, c'était donc pour les parcelles. Et ensuite, sur les bâtiments donc, de la minoterie que vous envisagez d'acquérir, on se posait la question de savoir la destination de l'achat de ces terrains, donc pour la somme de 183, un peu plus de 183 000 €. Voilà, parce que là non plus, sur la délibération, on n'a pas suffisamment de précision. Voilà. Je vais répondre déjà à la question de l'entretien de l'étang de la Courbe. Alors, oui, ça a été pris en compte. La somme n'est pas la même puisque nous acquérons une surface supplémentaire à ce qui avait été étudié à votre époque. On a l'étang de la Courbe, les parcelles derrière, et on a des zones boisées le long de la rocade. Et on sait parfaitement, et les domaines ont été avertis qu'il y avait des travaux à faire sur la régulation du lac de la Courbe, et l'a pris en charge dans son estimation. Donc l'estimation comprend les travaux et l'acquisition? Non. Ou c'est que l'achat? Non, ils ont estimé, ils ont fait un état des lieux. Ils ont fait un état des lieux actuel de ce qu'on leur demandait. Oui. Bruno Dubroca, le micro parce qu'on n'entend pas en fait. Cela veut dire que la parcelle boisée supplémentaire que vous achetez vaut 40 000 €, quoi. Parce que nous, la négociation que nous avions menée avec M. Maurras, c'était à 60 000 €. Il y avait effectivement une première estimation des domaines aux alentours de 100 000. Donc on a bien négocié avec M. Maurras pour inclure les travaux de 40 000 € sur l'ouvrage correspondent à ces 100 000 €. Donc ça voudrait dire que ce que vous achetez en plus vaut 40 000 €, quoi. Et il y a quelques parcelles supplémentaires derrière le lac de la Courbe aussi. D'accord. Ça fait un peu cher que... Je ne sais pas si vous aviez eu une négociation avec M. Maurras ou pas. Ça veut dire que vous remettez surtout en cause l'estimation des domaines, parce qu'une fois que l'estimation est tombée, on ne peut pas en fait négocier comme on le souhaite vis-à-vis d'une estimation, puisque bien évidemment c'est réglementé par la loi. Et j'insiste sur ce que disait André Humeau tout à l'heure, il ne s'agit pas du même périmètre. Oui, tout à fait. C'est un périmètre plus grand. Okay, ouais. Où nous avons, pour que chacun comprenne, il y a les appartements aujourd'hui qui sont situés le long de la minoterie lorsque l'on descend à cette rue en allant vers le moulin, donc tout ce qui est là à droite, plus l'intégralité du marais, plus l'étang de la Courbe qui est situé de l'autre côté de la rocade, plus des terrains qui sont encore au-delà de l'étang de la Courbe derrière, plus lorsqu'on part à l'est, des parcelles de pins et de pins grands qui ont été rajoutés en fait à ce périmètre-là. Oui, là, je parlais juste de l'acquisition de M. Maurras, des 108 000 € là, des parcelles, de ces parcelles-là. Voilà. Ben moi, je vous parle de l'intégralité en fait de l'achat de ces surfaces. Donc c'est 108 plus 183, quoi. Oui, sur un périmètre qui est plus grand en fait que celui que vous aviez imaginé à l'époque. Oui, mais pas sur les 108. Ouais. Bon, c'est pas grave. Merci pour la réponse. Bah si, puisque les 108 000 concernent les 43 hectares. Et on parle bien des zones qui sont au-delà de la rocade, au-delà des étangs de la Courbe, puisqu'on va plus au nord. Vous le savez quand même qu'on a un projet de connexion du lac de Christus, de Poustagnac, d'Abès. Donc nous avons poussé au nord en fait l'achat de terrain pour pouvoir se connecter demain avec Abès. Oui, donc ça va au-delà du périmètre initial pour lequel vous faites mention, et de même sur le périmètre à l'est qui va plus loin que ce que vous aviez dans le périmètre initial. D'accord.
Et donc après, oui, effectivement, il y a la deuxième question de Mme Lagrasse sur la destination du second achat, des 183 000 euros. Alors, s'il y en a une pour le moment. Oui, bien sûr, mais en fait, je suis un peu surpris du propos liminaire de Catherine Lagrasse. Je suis surpris que vous soyez surprise, en fait. Ce soir, c'est tout sauf une surprise. On le dit, c'était rappelé en début de délibération, que nous sommes dans l'application de la stratégie dans les domaines fonciers écologiques dont on a largement débattu le 24 septembre dernier. Nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été débattu à ce moment-là. De même, je rappelle nos échanges concernant le budget. Vous nous avez dit, oh là là, vous mettez pour 1,5 million d'achat de terrain dans le budget. Mais à ce moment-là, on avait répondu justement sur quelles être les destinations principales en fait de ce budget-là. Donc nous sommes dans l'application de nos discussions et de notre programme. Sur l'achat de terrain pour Poustagnac, vous savez qu'on travaille sur le projet d'Abès, nous travaillons à un écoquartier, nous travaillons à la reconsidération du centre-ville et tout ça nécessite l'achat de terrain. Nous en avons discuté largement et c'était dans le programme qui a été validé par les Saint-Paulois. Donc c'est tout ce soir, sauf une surprise en fait. Quant à la destination, on l'a dit, ça fait partie des éléments remarquables de patrimoine bâti et naturel. L'idée c'est de conserver ces espaces naturels et qu'une fois encore ils reviennent à la puissance publique et non pas à des privés qui pourraient leur donner une destination potentielle. Nous on souhaite que ce soit des éléments qui soient à disposition de nos habitants et pour lesquels, vous le savez, une réflexion en cours sur la minoterie de Poustagnac. Nous sommes dans une réflexion d'un grand Poustagnac avec cette prolongation du sentier, de la connexion à Besse, de l'utilisation de ces étangs et de cet ancien marais, y compris des parcelles boisées de pins. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour ces précisions. Effectivement, on demeure surpris parce qu'effectivement, vous aviez annoncé des enveloppes globales, mais là, on est dans le détail de la délibération. Ça aurait été intéressant d'avoir ces précisions et surtout intéressant de peut-être avoir les informations lors des commissions de travaux. Voilà. Je vous remercie. Le retour des domaines est postérieur en fait au vote du budget ainsi qu'à la commission de travaux. Et comme la succession se fait maintenant, nous le présentons donc en séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant Poustagnac ? Non. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Des abstentions ? Alors, donc Jean-Claude Blanès et le groupe de Bruno Dubroca, donc 6 abstentions. Très bien, la délibération est adoptée. Les 2 points suivants, les points 10 et 11 relatifs à la dénomination de voies font à nouveau appel à notre patrimoine et c'est M. Frédéric Durand qui nous les présente. Oui, bonsoir à tous. La SARL Ondoa a obtenu le 19 octobre 2020 un permis d'aménager, un numéro 040 279 20 X 3002 pour la réalisation d'un lotissement de 11 lots sur un terrain situé à l'intersection de l'allée de la Cible et de l'avenue des Lacs. Dans le cadre de ce projet, une voie nouvelle à caractère d'impasse va être créée. Il convient donc de la dénommer. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de l'impasse nouvellement créée, impasse du Goupil. Voilà. Est-ce qu'il y a des objections, d'autres propositions? Je précise que cela a fait l'objet d'une réflexion collective en commission travaux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non, je mets donc la délibération aux voix pour la création de cette impasse du Goupil. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Et la numéro 11, toujours Frédéric Durand. Je permets de rajouter, comme ça, Ondoa, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire en basque, c'est un rapport avec l'eau, près de l'eau, proche de l'eau, à proximité de l'eau. Voilà, c'est tout. Bon, alors, maintenant, il faut que nous parlions de la dénomination de voie de l'ancienne voie ferrée des Landes. Les élus ont souhaité procéder à la dénomination de l'ancienne voie ferrée des Landes, actuellement aménagée en voie de promenade et de desserte réservée à la circulation douce. Alors, la présente voie est établie sur les parcelles privées communales suivantes. Alors, est-ce que j'énumère toutes les parcelles, si vous le souhaitez? Oui? Non? Pas la peine? Il est donc proposé de donner le surnom de l'ancien train qui circulait justement sur cette même voie ferrée
et qui faisait la liaison d'Axe-Azur en desservant Saint-Paul et Dax. Alors, voie du Machecu. Machecu ou Mathieu-Cu, on disait aussi. Voilà, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette dénomination. Machecu. Le patois nécessite que l'on dise Mathieu-Cu. Il fait des... La précision est faite. Voilà, super encore. suspension du train de l'époque. Ouais. Et dont les vieux Saint-Paulois se rappellent certainement. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Enfin, le point numéro 12 relatif à la délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était le dernier point à l'ordre du jour. Avant de lever la séance, je le précise, dimanche prochain, nouveau jour de marché à Saint-Paul. Nous avons une douzaine de commerçants qui ont déjà répondu à l'appel, donc n'hésitez pas, soyez nombreux à venir explorer ce nouveau marché de Saint-Paul. Dimanche prochain, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous et bonne soirée.